Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Vous avez tous déjà entendu cette phrase, non? Elle suggère quoi? Que nos désirs, nos envies seraient strictement individuels, liés à notre personnalité, bref, pas soumis à débat. Pourtant, on est bien d'accord. Nos désirs sont socialement déterminés. Si vous avez déjà un peu voyagé à l'étranger, vous avez dû vous rendre compte qu'en changeant de pays et de culture, les désirs et les envies ne sont pas tout à fait les mêmes. Bon, après, la mondialisation passe par là et a tendance à tout uniformiser. Et un exemple flagrant de cette influence est l'engouement pour les dernières technologies. Franchement, qui de nos jours ne rêve pas du dernier iPhone, de la voiture électrique dernier cri, ou d'autres gadgets technologiques à la mode? Ces désirs et envies se répandent partout, même dans les régions les plus pauvres du monde. Alors quoi? Tout à coup, on aurait tous les mêmes désirs? Alors je vous la pose la question. Est-ce réellement ce que vous désirez profondément ou simplement ce que la société vous pousse à désirer? Je vous invite donc à faire un pas de côté, prendre un temps pour remettre en question ces schémas et vous poser la question de vos véritables besoins et désirs. Faire un pas de côté, c'est se laisser le choix de continuer dans la même voie ou bien décider d'en changer. Moi, j'ai décidé de changer de voie. J'étais censée devenir ingénieure dans une grosse boîte et gagner un très gros salaire. Mais j'ai pris un virage à ce chemin tout tracé qui m'était destiné. Et ce choix me permet aujourd'hui d'exercer un métier passionnant, celui d'ingénieur explorateur de modes de vie plus justes, souhaitables et désirables. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, faisons un bond dans le passé. Quand j'étais encore en école d'ingénieur, j'étais totalement enchâssée dans ce système qui me dirigeait vers cet avenir dont je vous parlais. Et à ce même moment, on parlait de plus en plus de la crise écologique qui me préoccupait particulièrement. Le climat se dérègle, la pression sur l'environnement s'accroît, les ressources s'amenuisent, bref, tous les signaux sont rouges. Mais tout va bien, m'assure-t-on. Tout va bien. À tous ces défis écologiques, une solution. L'innovation high-tech, intelligence artificielle, énergie verte, avions à hydrogène. La jeune étudiante en ingénierie que j'étais pouvait encore rêver de créer des technologies capables de résoudre les problèmes environnementaux. Bon, ce monde-là, on a tous envie d'y croire, non? Ça nous rassure. Mais on est bien d'accord. Ce monde-là, il génère de la pollution, des tonnes de déchets, il épuise les ressources. On est bien d'accord avec ça. Ce monde-là, il nous rend dépendants de technologies complexes qu'on comprend à peine. Mais surtout, ce monde-là nous impose cet imaginaire high-tech et le sentiment que rien d'autre n'est possible. Alors autant vous dire qu'à cette époque, j'étais plutôt déprimée. Comme beaucoup d'autres de ma génération d'ailleurs. Peut-être comme vous tous. Alors la bonne nouvelle, c'est que je n'étais pas seule dans ces questionnements. J'ai réalisé que beaucoup ont décidé d'agir pour proposer, tester, montrer que des alternatives sont possibles. Et c'est en découvrant ces alternatives que j'ai fini par trouver ma voie. Travailler dans la low-tech. D'abord pour une structure ambassadrice de ce mouvement, le Low-Tech Lab, et aujourd'hui pour une nouvelle association, Biosphère Expérience. Qui a déjà entendu parler de la low-tech? Waouh, pas mal en vrai. Bon, on va quand même faire un petit point là-dessus. La low-tech, elle nous questionne sur notre rapport au progrès technique et à la technologie. L'idée est simple, arrêtons d'innover pour innover. Questionnons l'intérêt, la raison d'être de tous ces objets technologiques. Ai-je réellement besoin de ce dernier iPhone? De la voiture électrique dernier cri? Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait vivre dans une société sans technologie, hein.
Ça n'est pas le rejet de l'innovation, mais plutôt le constat que de nombreuses solutions plus respectueuses de l'homme et de la planète existent déjà un peu partout. Il faut donc les redécouvrir, les tester, s'en inspirer et les diffuser largement. Et c'est ce qu'a fait le Low-Tech Lab. Dénicher partout dans le monde des systèmes low-tech définis comme utiles, accessibles et durables. Utiles, accessibles et durables. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, une low-tech, elle est utile parce qu'elle répond d'abord à un besoin dans un environnement donné. Elle nous invite donc à se reposer la question, quels sont nos véritables besoins? Ensuite, elle est accessible parce que facilement appropriable et open source. Elle doit être suffisamment didactique pour que vous, moi, tout le monde, puisse comprendre, répliquer, adapter ces systèmes à son environnement. Et enfin durable, parce qu'elle vise l'économie des ressources et de l'énergie. Une low-tech doit être viable aujourd'hui, mais aussi pour les années à venir, pour les futures générations. Pour résumer un peu, la low-tech, ça n'est pas un objet ou une technologie en plus qu'il s'agirait de répliquer partout dans n'importe quel contexte ou pays. Ça, on l'a vu, c'est la mondialisation. La low-tech, c'est plus un mouvement qui nous invite à nous questionner sur nos besoins et à notre manière d'y répondre. Bon, ça manque un peu de concret tout ça. Alors prenons un exemple. Le chauffage dans l'habitat en France. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, j'avais auparavant un chauffage électrique. Bon, il répond à un besoin qu'on comprend tous, se chauffer. Mais est-ce que vous savez qu'il représente 60% de notre consommation énergétique? Est-ce qu'il existe d'autres moyens de répondre à ce besoin? La meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Elle part de là, la démarche. Alors j'ai mis de côté mon chauffage et je me suis intéressée à mon logement et aux déperditions thermiques. Et en fait, il existe plein de solutions accessibles et durables pour répondre à ce besoin. Isolation extérieure avec des panneaux de paille, isolation intérieure puis enduit en terre crue pour réguler l'humidité. Si, je vous assure, des rénovations de ce type existent déjà, même à Paris. Bon, ça, c'est un premier sujet. Après, je me suis questionnée sur mes usages. J'ai réalisé que j'avais l'habitude de tout le temps chauffer à 20 degrés, partout. Vous ne faites pas ça, vous aussi? Mais franchement, 20 degrés, partout et tout le temps, peut être raisonnablement questionné, non? Alors j'ai changé mes comportements et habitudes. Et puis en dernier lieu, et ça c'est vraiment important, en dernier lieu, j'ai cherché des moyens pour chauffer. Et des dispositifs low-tech, il en existe plein. Tiens, le capteur solaire à air chaud. Il permet de transformer passivement l'énergie solaire en chaleur pour l'habitat. Et ça, même l'hiver. Le principe est simple. C'est un panneau, des ardoises noires et une vitre. Le tout placé à l'extérieur de l'habitat. L'air s'engouffre dans le panneau, se chauffe au contact des ardoises noires, l'air remonte en chauffant, puis ressort dans l'habitat. C'est pas génial ça? Et des dispositifs qui sont accessibles, économes, réplicables, bref, low-tech, existent déjà un peu partout. Bon, ça, c'est une démarche que j'ai appliquée au chauffage. Mais on sent bien qu'elle pourrait fonctionner un peu partout, non? Regardons la mobilité. On sera tous d'accord pour dire qu'il est plus low-tech d'utiliser un vélo plutôt qu'une voiture. Bon, des vélos, on en voit partout maintenant. Paris est un bon exemple pour ça. Mais il y a quelques années, cette pratique était encore très marginale. Et on se rend compte que cet engouement pour le vélo, il redessine les territoires. Aujourd'hui, on crée des pistes cyclables là où avant on aurait construit des routes. Et de la même manière, on a vu l'essor de Repair Café, de Fab Lab,
Vous savez, ces ateliers partagés où l'on peut réparer n'importe quel équipement. En le réparant moi-même, ce vélo, je comprends comment il fonctionne, j'en prends soin parce qu'il a de la valeur à mes yeux, et du coup, je le garde plus longtemps. Et franchement, une fois qu'on commence à bricoler un peu, on se sent capable de beaucoup de choses après. Et pour finir sur ce sujet, des moyens de cyclo-logistique qui sont accessibles et durables, il en existe plein. Des triporteurs, des remorques, des vélos cargo. Ils permettent d'éviter l'usage de moteurs à explosion pour faire des trajets au quotidien, pour voyager, pour transporter du matériel. À l'échelle plus collective, des acteurs de la low-tech émergent de plus en plus. C'est le cas d'Aeseo, par exemple. C'est une entreprise bretonne qui s'est notamment spécialisée dans les capteurs solaires thermiques. Vous savez, le même capteur dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ici, il permet de produire de l'eau chaude. Eh bien, la démarche low-tech est très présente dans la structure. Réflexion sur les besoins des clients, sur les matériaux utilisés et sur la conception. Mais surtout, une réflexion sur le modèle économique. Entre autres, ils proposent de la formation pour apprendre à fabriquer, installer tous ces dispositifs. Et en fait, ils ont réfléchi à leur modèle économique pour favoriser la transmission des savoirs. Bon, vous l'aurez compris, la démarche low-tech, elle s'applique à peu près tout dans notre quotidien. Et elle nous amène vers plus de sobriété, de partage de connaissances et une réappropriation des outils et des savoirs. Alors que la technique et les questions de société sont souvent laissées dans les mains des décideurs ou des spécialistes, la low-tech nous met tous en capacité d'agir. Vous pouvez dès à présent imaginer le monde de demain, le façonner, individuellement ou collectivement. Alors on y vient. À quoi ressemblerait une société fondée sur la low-tech ? Ce pourrait être une société plus lente, plus sobre, qui favorise le pouvoir d'agir de ses citoyens. Une société qui ne dépend pas de chaînes d'approvisionnement complexes et mondiales. Une société qui fait preuve d'un plus grand discernement technologique. Et c'est un peu la thématique de notre nouveau projet, soutenu par la ville de Boulogne-Billancourt. Ce projet, je le mène avec 2 collègues, Corentin de Châtel-Perron, qui est un peu l'un des ambassadeurs de la low-tech en France, et Caroline Pulse, éco-designer. Après des années de recherche et des projets d'expérimentation, nous allons tester un modèle de ville low-tech. Au cœur de l'expérience, un appartement futuriste low-tech relié à un réseau d'acteurs et de citoyens du territoire qui vont participer à cette expérience. L'objectif est ambitieux. Concevoir un mode de vie qui ne produise pas de déchets, qui divise par 10 les consommations d'eau, qui répondent aux objectifs 2050 de l'ONU pour les émissions de gaz à effet de serre, tout en restant désirable et accessible à tous. Dès aujourd'hui, vous, vos parents, vos amis, vos collègues pouvez participer à des expériences citoyennes de ce type. Par exemple, nous avons construit un programme de sciences participatives qui invite tout en chacun à tester chez lui des pratiques et des systèmes low-tech. Menu low-tech imaginé par des chefs cuisiniers. Culture de jeunes pousses et de pleurotes pour une alimentation gustative et nutritive. Douche à brumisation qui permet de diviser par 10 les consommations sans perdre en confort. Voilà un aperçu des missions que nous proposons. Elles ont été pensées pour toutes celles et ceux qui, partout en France et à l'étranger, souhaitent explorer de nouveaux modes de vie plus justes, souhaitables et désirables. Finalement, pour aller vers ces futurs possibles, usons de notre créativité. Élaborons de nouveaux récits inspirants, basés sur de nouvelles valeurs, de nouveaux rapports au temps et au confort, qui favorisent une autonomie non pas individuelle, mais collective. Inspirons-nous,
Inspirons-nous des nombreuses expérimentations et initiatives qui existent déjà un peu partout. Tous ensemble, faisons ce pas de côté pour imaginer et créer cet avenir plus juste, souhaitable et désirable. Je vous remercie.